Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. J'ai comme vilain canard aujourd'hui avec moi Hélène, qui est une femme qui s'est littéralement volée dans les airs, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hélène, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait vachement plaisir que tu prennes du temps pour répondre à mes questions aujourd'hui. Je vais commencer par la première question que je pose à tous mes invités, qui est Hélène, qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Ok, moi je suis Hélène et je suis une wingsuiteuse. En gros, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne question. Comment tu dis? Qu'est-ce que fait vibrer ton mari? Vibrer, ouais. Vibrer, merci. Ouais. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que c'est vraiment juste avoir l'aventure d'être un petit peu dehors de mes zones de confort, de pousser mes limites un peu. Pas trop, mais je sais que depuis que j'étais jeune, j'ai toujours voulu être un petit peu dehors de mes zones de confort et c'est pour ça que je suis là maintenant, une wingsuiteuse dans un pays où j'étais pas née et voilà. Et ouais. Et c'est vrai que faire du wingsuit, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Je pense qu'on ne peut pas trouver d'activité mieux pour ça. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais c'est une bonne activité pour ça, c'est clair. Du coup, juste pour qu'on se fasse une idée un petit peu, alors déjà pour ceux qui connaissent pas le wingsuit, c'est quoi globalement? Et puis toi, depuis combien de temps tu pratiques? Et puis un petit peu ton palmarès entre guillemets pour que les gens se rendent compte un petit peu de tout ça. Ok, le wingsuit, c'est une combi qu'on met. C'est un peu comme un écureuil volant. C'est les ailes. Et on peut sauter depuis l'avion, depuis l'hélico, depuis les falaises. Et on saute et on peut voler. On monte pas, mais on a une bonne finesse. On vole et on suit le relief. Et à la fin du vol, on ouvre une parachute pour atterrir. Je pense que tout le monde... Il y a beaucoup de monde qui connaît le wingsuit, mais il y a beaucoup de monde qui ne savent pas comment on atterrit. Et c'est surtout avec une parachute. Moi, j'ai commencé à sauter en 2006. Et ça, c'était depuis l'avion. Et après, dans la même année, on a commencé à faire les sauts depuis les montgolfières. Et j'ai sauté avec une parachute d'avion. Et en fait, quand on sautait de montgolfières, on sautait plus bas que d'habitude. Et avec les parachutes que j'ai eu toujours, souvent, les mauvaises ouvertures. Et j'ai compris que si je saute avec une parachute de base jump, c'est plus sûr que ça va être une bonne parachute quand je tire. Alors, j'ai dit, OK, je vais sauter avec une parachute de base jump. Je devrais apprendre comment faire du base jump. Ça sera sage. J'ai appris comment sauter depuis les barrages, juste en base jump, sans wingsuit, sans rien, juste on saute, on attend une seconde peut-être, on tire la parachute et on atterrit. Et après, je suis venue en Suisse, à Lauterbrunnen, qui est un endroit très connu pour le wingsuit ou pour du base jump. Et à ce moment-là, c'était 2008, je crois, 2007. Non, 2008. J'ai sauté sans wingsuit, mais j'ai vu les autres qui avaient les wingsuits et j'ai vu que eux, ils volaient plus loin des falaises et ils ouvraient les parachutes au milieu du vallée. Et j'ai compris à ce moment-là que c'était plus safe d'avoir une parachute au milieu du vallée qu'à côté d'une falaise, parce que si on ouvre un parachute à côté d'une falaise, on risque de taper la falaise avec la parachute. Et c'est là où on se fait mal. Je me suis dit que je vais apprendre le wingsuit pour être plus safe. Et tout de suite après, c'était l'année après, j'ai commencé à faire du wingsuit et j'ai vu que c'était vraiment mon truc. Et je crois que c'était 2 ans après, j'ai quitté mon travail, j'ai déménagé en France et ça s'est devenu plutôt ma vie. C'est intéressant en fait de voir que tu en es venu au wingsuit finalement par sécurité. Tu t'es dit en fait c'est plus safe de lâcher le parachute loin de la falaise
là où plein de gens, je pense, prennent les gens qui font cette activité pour des têtes brûlées, on appelle ça en France, tu sais, des gens qui sont pas très safe, qui font pas très attention à la sécurité et tout. Mais on en reparlera, je pense. Je voulais te poser des questions à ce sujet-là. Du coup, si je me trompe pas, tu as quand même un sacré, entre guillemets, palmarès, et t'as été reconnue comme, à un moment en tout cas, comme la femme la plus, tant que je dise pas de bêtises, c'était la femme la plus rapide en wingsuit, si je me trompe pas. Oui, C'est ça, hein? ouais, Ouais. c'était ça. Ouais, c'est pas rien quand même. Ouais, je pense, ouais. Ça, c'était une moment, ouais, ok. Comment j'explique tout ça? Alors, quand je suis déménagée en France, c'était 2012. Et entre 2012 et 2016, c'était une époque de wingsuit où on a fait beaucoup de compétitions. Et comme j'étais bien placée en Europe et comme je travaille pas, j'ai eu la chance de participer dans toutes les compètes du monde presque. Et dans toutes les compètes entre les filles, j'étais je voudrais dire, chaque fois, j'étais le plus vite dans chaque compète. Alors, c'était cool. Ouais, bien sûr, contre les hommes, j'étais vraiment plus lent que eux. Mais je suis plus petite, je suis plus léger. On peut pas vraiment faire une compète entre une petite fille et une grande mec. Donc, c'était entre les filles. Mais c'était cool. J'ai eu beaucoup de temps. Je me suis entraînée beaucoup. J'ai habité à Chamonix. J'ai sauté presque au moins une fois par jour. J'ai sauté beaucoup pendant cette époque. C'était, ouais, C'est ça me ouf. manque un peu. C'est- yeah. Ok. On s'est dit, ça, c'était les golden age de wingsuit. Hmm. Hmm. Ouais, ça doit être, ça doit être fou. Ouais. Du coup, ok, je comprends du coup le parcours qui t'a amené à cette activité. J'imagine que ça s'est fait du coup pas à pas, petit à petit. Et puis comme tu l'as expliqué, tu es venu vers ça en te disant, bah, en fait, c'est plus safe de lâcher le parachute euh, loin des falaises. Euh, j'ai envie que tu m'expliques, de prendre un petit peu de temps, comment ça se passe avant et pendant le saut. Mais on va déjà se concentrer sur le avant, que les gens s'imaginent, bah, déjà avant d'arriver à l'endroit où il faut sauter. Je pense que les gens pensent pas forcément à ça parce que nous, on voit juste les vidéos où la personne elle se lance. Mais je pense que des fois, c'est des endroits qui sont pas forcément accessibles facilement. Et puis, j'ai envie que tu m'expliques aussi comment tu te sens dans ta tête, toi, avant de sauter. Dans ta tête et dans ton corps, comment t'es? Est-ce que t'es calme? Est-ce que tu t'essayes de faire le vide dans ta tête? Est-ce qu'au contraire, tu essayes de checker tous les paramètres? Je sais pas, moi, je connais pas assez bien, mais tu vois, checker tous les paramètres qui vont faire que tu vas être safe et que ça va bien se passer. Et puis, qu'est-ce que tu ressens, en fait, avant de sauter? Ça fait beaucoup de questions, mais en Oui. gros, la question, en fait, c'est juste, voilà, avant de sauter, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? OK. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent avant de sauter. Il y a beaucoup de devoirs à faire. Alors, je vais t'expliquer si je vais faire un saut que j'ai jamais fait avant. Tout ce que j'ai fait pour me préparer, c'est d'abord, j'entends parler d'un saut, normalement. Normalement, c'est pas un nouveau saut pour moi, c'est quelque chose qui était déjà sauté. D'abord, je vais appeler la personne qui a déjà sauté là-bas pour prendre tous les infos que je peux. Déjà, ça prend combien de temps pour monter? C'est quoi le dénivelé pour le saut, pour le vol? Une chose très importante, c'est le départ du saut, c'est la falaise tout au début. Normalement, si on veut être très safe, ou si moi je veux être très, très safe, c'est 150 mètres vertical pour commencer le vol. Avec ça, j'ai une grande... oh T'as non, une marge, marge, c'est ça, de... c'est exactement le mot que je voulais. Merci. Pour commencer à voler. Après, je voudrais savoir si les reliefs, si c'est raide ou si c'est pas raide, s'il faut avoir une bonne finesse ou si je peux vraiment attaquer le terrain. Après, je voudrais savoir comment c'est l'atterrissage aussi. S'il y a les lignes électriques, s'il y a une rivière, s'il y a beaucoup de maisons, tout ce qui peut poser un problème. Alors, si je
si j'ai tous les infos, je pense que c'est un saut que je peux faire facilement. Je commence à regarder la météo. Et pour sauter, on veut pas de vent ou très peu de vent. Et normalement, on voudrait sauter avant 10 heures parce que vers midi, il y a beaucoup de vent dans la vallée. Et si on a trop de vent pendant le vol, c'est pas chouette. C'est moins confortable. On peut, mais c'est pas le mieux. Ok. Et si c'est la bonne météo, si j'ai des bons infos, je suis confortable avec tout ça, j'essaie de faire une très beau dodo. J'essaie de dormir très bien parce que normalement, on commence très tôt à marcher. Normalement, on commence à 6 ou 7 heures le matin parce que normalement, c'est entre 2 ou 3 heures la montée pour les beaux sauts au moins. Et déjà, ça c'est... Ah oui, aussi les matos. Faut pas oublier les matos. Oublier les matos, pardon. Yes. Oui, je dois plier mon parachute et je dois choisir quel wingsuit je veux prendre. J'ai les wingsuits qui fait une bonne finesse, qui est assez large, qui va plus lentement que les autres. Et après, j'ai les combis de vitesse pour les compètes. Mais non, aussi, ça marche très bien dans les terrains qui est plus raide. C'est plus sympa, c'est plus rigolo. Moi, je préfère d'avoir plus de vitesse. Après, si j'ai besoin d'amener beaucoup de matos comme les crampons, les cordes et tout ça, je vais prendre une autre combi qui a plus de place pour ranger les matos. Et alors, ça, c'est toute la préparation le jour avant ou quelques jours avant d'aller sauter. Alors, le jour de sauter. Là, normalement, si j'ai mal dormi, déjà, je vais dire j'y vais pas parce que c'est pas la peine. Je serais trop fatiguée, je serais pas assez claire dans ma tête. C'est pas la peine. Moi, je veux pas risquer ma vie pour aller sauter. Alors, si je dors pas bien, c'est fini. Mais si je dors bien, je vais prendre une petite tège. Je commence à monter. Normalement, quand je monte, je mets pas les écouteurs parce que je veux entendre tout ce qui se passe autour de moi. S'il y a les oiseaux qui chantent, s'il n'y a pas d'oiseaux qui chantent, ça me dit quelque chose déjà du météo. S'il y a une petite brise ou... En fait, il y a toutes les petites choses comme ça qui peuvent me donner une idée comment ça va être le vol. Et normalement, quand j'arrive en haut, je suis un petit peu fatiguée parce qu'on a déjà monté 1500 mètres au moyen. Alors, j'essaie de prendre un peu de temps pour me reposer et pour checker si j'ai toujours la patate, si je suis pas... Si j'ai faim, je vais essayer de manger quelque chose, boire quelque chose. Une chose qui peut être vraiment embêtant ou pas safe, c'est si j'ai des crampes dans les muscles. Là, ça peut poser vraiment un grand problème pendant le vol. Alors, si je sens que j'ai les crampes ou que je vais les avoir, je saute pas. Parce que je sais qu'il y a quelques gens qui... Ouais, c'est... Normalement, ça passe pas. Ouais. Et ça pose un bon problème. Donc, je check tout ça. Je check si je suis physiquement bien. Yes. Si je suis mentalement bien, si je suis pas trop fatiguée, si j'ai la tête qui est assez claire. Et si la météo est bonne. Et si tout va bien, je me prépare. Et dès que j'ai mon wingsuit, mon parachute et tout ça, dès que je suis équipée, j'essaie je respire un petit peu et je check, OK, tout est bien mis. J'ai une checklist que je fais avant de sauter. C'est en anglais, je ne sais pas comment dire tous les mots en français, désolée. C'est très bien. Mais en tout cas, ce n'est pas important. Et après, je visualise tout ce qui peut passer dans le vol. Si j'ai une mauvaise ouverture, ou normalement, c'est plutôt ça qui peut arriver. Et je visualise toutes les choses que je peux faire pour gérer ça. Et dès que j'ai déjà fait tout ça dans ma tête, j'essaie de clear my head. De juste dégager tout ça. Yeah. Et me mettre au calme. Et si je me sens calme, je sais que je peux aller sauter.
C'est hyper intéressant parce que pour quelqu'un qui connaît pas et qui regarde juste, tu sais, les vidéos sur YouTube, etc., Yeah. il n'a pas conscience de tout ça, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'en fait, bon, moi, je m'en doutais à titre personnel, mais que c'est pas un truc de fou furieux où tu fais n'importe quoi et tu sautes comme ça. Allez, c'est parti, on y va, quoi. C'est vraiment hyper intéressant. Je pense que ça intéressera beaucoup de monde. Pendant le saut, pendant que tu es en train de voler, en fait, littéralement. D'ailleurs, c'est marrant parce que à la fin de mes podcasts, souvent, je pose la question à mes invités, quel super pouvoir tu aimerais avoir? Et il y en a beaucoup qui m'ont répondu voler. Mais toi, en fait, le super pouvoir, tu l'as déjà, en fait. C'est assez drôle. Du coup, pendant que tu es en train de voler, est-ce que tu arriverais à me décrire les sensations que tu ressens pendant un vol? Ouais. Je vais C'est quoi essayer. que ouais, ça doit pas être facile. Et pour info, Hélène est d'origine, elle est des States. Donc franchement, elle parle super bien français. Donc chapeau à elle pour ce qu'elle fait. C'est un exercice pour elle de parler français là en podcast. Donc elle parle super bien. Donc Hélène, bravo. Et ça le fait carrément. Donc qu'est-ce que tu ressens quand tu es en plein vol? OK. Il y a beaucoup de choses. J'imagine. La première chose que je me ressens, c'est juste au départ, le moment où j'ai plus de pieds par terre, c'est la liberté. C'est totalement, je suis libre. C'est, ouais, déjà j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est une sensation qui est tellement merveilleuse. Mm. Et c'est juste une petite, ça dure quelques secondes. C'est juste bliss. Mm. Et après quelques secondes, je commence à prendre un peu plus de vitesse et j'entends le vent dans les oreilles. J'ai la sensation j'ai les combis qui commencent à remplir d'air. Et dès que j'ai une bonne vitesse, c'est le pouvoir que j'ai. Je me sens unstoppable. C'est juste... Ouais. yeah. Et avec cette vitesse, je sais que je peux faire tout ce que je veux. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. C'est une sensation que je peux... J'ai essayé de trouver les autres sports où j'ai la même sensation et j'ai jamais trouvé. Mm. C'est le pouvoir surtout que j'ai quand je vole. Et après le vol, il y a un moment où j'ai un peu peur. Et c'est juste avant l'ouverture de parachute. Parce qu'à ce moment-là, je sais que si j'ai bien plié, si j'ai une bonne position et tout, même si j'ai tout ça en place, ça peut arriver où j'ai une ouverture de parachute qui est pas parfaite et il y aura quelque chose à gérer ou pas, ou peut-être c'est pas possible de tout de gérer. Normalement, on peut faire quelque chose, mais je sais que ça peut être vraiment compliqué. Et c'est là où j'ai peur parce que c'est un peu de wild card. On sait pas. Ouais, oui. Yeah. Oui. Ça m'a pas encore arrivé, mais ça, c'est la seule chose qui est un peu dehors de mon contrôle. Même si j'ai fait une bonne pliage, même si j'ai une bonne vitesse, si j'ai la bonne position, il y a quelque chose qui peut arriver. Et dès que j'ai une bonne parachute sur ma tête, au-dessus ma tête, pardon. Ouais. Dès que j'ai ça, c'est c'est trop bon. J'ai vraiment mal à... Je pense que ça n'existe pas vraiment les mots qui expliquent ces moments parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vécu ça dans leur vie. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont créé le mot pour ça. Oui. Et dès que j'ai les pieds par terre, dès que j'ai atterri, c'est juste fantastique. C'est juste, j'ai une bonne énergie, tout est clair, tout est ouverte, il n'y a rien qui me bloque, je me sens prête pour attaquer la journée. Je suis brillante. Ouais. Désolée si j'ai pas trop bien expliqué, mais peut-être ça te donne une idée. Non, t'as bien expliqué. Moi, j'ai
J'ai imaginé le truc pendant que tu l'expliquais et c'est marrant parce que, en tant que personne qui connaît pas, j'aurais dit que tu aurais eu plus peur au moment où tu sautes, la, la première seconde, tu sais, où tu perds le pied au sol. Mais en fait, non, c'est au niveau du parachute. Et ça peut se comprendre, en fait, oui, parce que comme tu l'as dit, tu peux avoir une probabilité qu'il y ait un problème à ce moment-là. Et du coup, je comprends que tu aies peur éventuellement à ce moment-là. Ouais. Et Je voudrais dire aussi, avant de sauter, j'ai peur. ok. Il faut avoir un petit peu peur, sinon je suis folle. Parce que je vais, je vais sauter, je vais voler. C'est quand même c'est quelque chose qui fait peur. Mais il y a une différence entre avoir peur et être like horrified. Like, je sais pas, c'est un mot. Horrifié. Horrifié. Oui, Voilà. tout à fait. OK. Ouais. Alors, si je suis horrifiée, je saute pas parce que je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Même si je comprends pas ce que c'est, je m'écoute et je saute pas. Mais si j'ai un petit peu peur, c'est bien parce que ça veut dire que je vais réagir si quelque chose va pas bien. Si j'ai pas peur, si je suis trop confortable, je serai pas prête à gérer les choses. Ouais. Alors, Ouais, je check avant de sauter. Est-ce que j'ai un petit peu peur? Oui, OK, c'est bon. Je suis pas trop folle. OK, c'est bien. Ah, c'est hyper intéressant et c'est un truc qu'on retrouve effectivement dans plein de domaines. Moi qui suis musicien, par exemple, avant de monter sur scène, même si tu as déjà joué plusieurs fois, ben, en fait, si tu stresses pas avant de monter sur scène, il y a de fortes chances que tu fasses un show pourri, complètement nul, parce que parce que c'est pas assez important pour toi et tu te donnes pas assez au final. Alors que quand tu as le stress, c'est bon. Ça veut dire que ça va le faire, quoi. Faut juste pas en avoir trop, effectivement, et je pense que c'est pareil pour toi. Si comme tu l'as dit, si t'es complètement horrifié, là, ça va peut-être pas le faire, ça va peut-être pas trop le faire, quoi. Ok, c'est hyper intéressant. T'as parlé d'un truc. T'as dit, après avoir sauté, je me sens rayonnante. Je vois qu'il y a aucune barrière. Donc en fait, ce que je comprends à travers ça, c'est qu'en fait, cette pratique-là, non seulement sur le moment où tu voles, ça, c'est des sensations de fou qu'on peut pas décrire, hein, clairement, parce que c'est exceptionnel, hein, tout simplement. Il y a peu de personnes qui le font. Mais tu as dit aussi finalement que ça t'apporte d'autres trucs en fait dans la vie en général, j'ai l'impression. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça? Est-ce que ça a un impact sur ton caractère, sur ta vie de tous les jours, sur tes rapports avec les gens, sur ton rapport avec les défis de la vie, etc. Enfin, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça? Yeah. Alors, grâce à du base jump, je pense que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que j'aurais pas pu faire sans avoir sauté en base jump. Par exemple, quitter mon travail aux États-Unis, déménager en France avec aucun plan. J'avais pas un appartement, j'avais pas une voiture, j'avais aucune idée de ce que je vais faire, mais j'ai acheté le billet d'avion et je suis arrivée en France et j'ai dit, ah, OK, on y va. Et j'avais pas trop peur parce que je savais que ça va aller. J'ai parlé avec beaucoup d'amis qui n'ont pas du tout compris que je peux faire quelque chose comme ça, ou que personne ne peut faire ça. Mais j'ai trouvé que c'était quelque chose ça fait pas trop peur. C'est, je vais gérer, je vais arriver. J'ai dormi dans la voiture les premiers quelques jours. Ok. C'était cool. Il y a, même l'idée de, en fait, j'ai prévu d'habiter en France pendant 1 an, juste pour apprendre la langue, parce que j'ai voulu travailler en Afrique comme infirmière. Ok. Et je savais que je dois parler français. Ok. Et je me suis dit que c'est totalement possible d'apprendre une langue dans 1 an, d'aller déménager en Afrique et travailler. C'était why not? Pourquoi pas? Ouais. Après, il y a les choses qui ont changé dans ma vie. Alors, j'ai changé le parcours, mais ça, c'est aussi cool d'avoir une idée de ce que je vais faire et changer. Ouais. Je reste pas bloquée dans les idées. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Il y a aussi un truc que j'ai pensé, c'était assez rigolo. Je ne sais pas si c'était rigolo, mais quand j'étais plus petite, en lycée, j'étais très timide. Ok. Et j'ai commencé à sauter depuis l'avion.
Et ça m'aidait un petit peu d'être un petit peu plus ouvert. Mais j'étais quand même très timide. Et après, j'ai commencé le base jump. Et j'en ai marre d'être timide. Comment je dis? I was tired of being shy. J'en avais marre. J'en avais marre. Je savais que c'était d'être timide. J'en avais marre d'être timide. Alors, j'ai décidé avant de venir en Europe, j'ai décidé de aller à Lauterbrunnen toute seule. Juste avec mon sac de base jump. Et j'ai eu une plan dans ma tête. Je me suis dit, OK, je vais aller à Lauterbrunnen avec mon backpack, mon sac de base jump. Et je vais aller dans une bar où je sais qu'il y a beaucoup de base jumpers qui sont là. Et je vais être assis sur une table. Je vais attendre quelqu'un qui passe avec le même sac à dos que moi. Et dès que je les vois, je vais aller dire bonjour, je m'appelle Hélène. Est-ce qu'on peut être amis? Et j'avais peur pendant des mois d'aller voyager toute seule comme ça, d'aller rencontrer les gens que je ne connaissais pas. Et j'ai pensé que même si je ne sautais pas, juste l'idée d'aller dire bonjour, je m'appelle Hélène, est-ce qu'on peut être amis? J'ai réussi si j'ai fait ça. Et je pense que j'aurais jamais osé de faire ça sans avoir déjà sauté. Mais... Non, mais c'est hyper intéressant ton histoire parce que déjà d'une, on se doute pas que tu es timide à la base. Et en fait, ce que tu montres, c'est en général, on a trop de barrières en fait. On se met tout seul des barrières. Et toi, tu as dit, bah non, en fait, fuck off, j'y vais et puis je fais ce que j'ai envie de faire. En français, on dit comment on dit, on parle du destin, etc. Mais aussi, des fois, il faut forcer la chance. On dit ça, il faut forcer la chance. Bah, toi, c'est vraiment ce que tu as fait. Tu es allé forcer la chance en disant, je vais aller parler à ces gars-là et puis on verra bien ce qui se passe. Et en fait, dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est des bonnes choses. Et toi, ça a été le cas. Ça a été le cas pour toi parce que je suppose qu'après, t'as sauté avec eux, enfin, je sais pas, t'as traîné avec eux après et c'est là que ça continue à monter, quoi, j'imagine. Ouais. C'est trop cool. C'est trop cool et c'est hyper inspirant parce que voilà, t'es allé dans un autre pays, un autre continent qui parlait une autre langue, avec une autre culture. T'es parti avec ton petit sac et t'as dit vas-y, moi je veux faire ça. Enfin, c'est hyper inspirant. Clairement, c'est hyper inspirant. Justement, je voulais te parler un petit peu de ça, puis après on reviendra sur ta pratique. Mais le déménagement States-France, moi je suis assez curieux de tous ces sujets-là. C'était quoi en fait Est-ce qu'il y a eu des grosses différences pour toi, mis à part la langue évidemment, parce que c'est une énorme, c'est déjà un gros truc. Est-ce que tu as remarqué des différences de culture dans la façon de se comporter, dans la façon de, tu vois, les relations entre les gens ou des trucs comme ça, ou est-ce que finalement sans plus et voilà. Oh boy. OK. Déjà, au niveau du sport, on s'est dit qu'aux États-Unis, on est libre. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Et c'est plutôt en France où on est libre de pratiquer les sports qu'on veut, comme on veut, où on veut. OK. Par exemple, déjà, j'ai sauté beaucoup à Chamonix. Et là, on a les PGHM qui sont sur place. Et s'il y a un problème, on les appelle et dans 10 minutes, ils sont là. On est à l'hôpital dans 15 minutes. Moi, je trouve ça déjà plus safe parce que si on est blessé, on est vitement à l'hôpital. Et aux États-Unis, si on est blessé, ça arrivait où on attendait des heures et des heures pour une hélico. Parce qu'ils ne s'entraînent pas comme ça. C'est pas leur truc aux États-Unis. OK. Alors déjà, pour pratiquer les sports en France, c'est vachement mieux. Même juste le ski de rando. Si on va prendre une télésiège et commencer à faire du ski de rando, on peut en France et aux États-Unis, c'est interdit. Si on va faire du randonnée, c'est à pied depuis le parking. Ah, OK. Parce que si on prend le télésiège et après là, on commence le rando, c'est où on a pris le télésiège. Si on est blessé, c'est leur faute qu'on s'est blessé. Ouais, les États-Unis. Après, les coutures, c'est
totalement différent aussi. Mais moi, j'attendais j'ai toujours entendu parler que les Français, ils sont pas gentils, ils sont méchants, ils sont tous fermés. Mais c'est pas du tout ça. Ok. En fait, peut-être c'est parce que j'ai fait un sport et je peux partager ça avec les autres. Hmm. Mais moi, je trouve que les Français, ils sont gentils. Et ils sont ouverts et si j'ai besoin d'aide, ils sont là pour m'aider. Ils peuvent m'aider. Hmm. J'ai toujours entendu aussi que les Français, ils sont mauvais. Ils sont pas mauvais du tout. Je sais pas pourquoi ils ont dit ça aux États-Unis. Je sais pas d'où vient ce truc-là, mais Mais ouais. c'est pas ça. J'étais à New York il y a une semaine et là, les gens, ils sentaient mauvais. Aussi, la vie ici, c'est vachement plus long. C'est déjà, rien commence avant 9 heures. Et après, tu t'arrêtes à midi. Ça reprend à 14 heures et c'est fini à 19 heures. C'est que ça. Alors, si j'ai les courses à faire ou si j'ai les rendez-vous, c'est aux États-Unis, je peux faire tous les rendez-vous et toutes les courses avant midi. Et ici, ça peut prendre une semaine de faire tout ce que j'ai besoin de faire. Parce que aussi, en août, tout est fermé. Personne ne travaille en août, qui est cool, mais c'est aussi pas cool si on veut faire quelque chose. Par exemple, acheter une maison ou une voiture, les banques sont fermées, on peut rien faire. Aux États-Unis, les banques, ils ne ferment pas. C'est pas possible. Alors, c'est juste une autre rythme j'ai mis beaucoup de temps d'être confortable avec ça. Maintenant, ça me va. Je profite de ma vie un peu plus. Je dis, OK, je peux pas faire ça. OK, je vais faire quelque chose pour moi. Je vais prendre un peu de temps pour moi et dès que les magasins sont ouverts, j'y vais. Mais, ouais. Tu dirais que... Excuse-moi, je t'ai coupé, tu Non, voulais vas-y. dire quelque chose? Vas-y. Non, est-ce que tu dirais qu'aux États-Unis, du coup, les gens prennent moins de temps pour eux ou de façon yeah. générale par rapport... Ouais. Oh, Ok. yeah. Ah ouais, ok. Ouais, même pas de question. C'est pour manger, quand j'ai travaillé à l'hôpital, je suis infirmière. Et quand j'ai travaillé à l'hôpital, c'était 12 heures de travail. Et peut-être j'ai eu 20 minutes pour manger. Voilà. Et normalement, j'ai mangé devant l'ordinateur. Et c'est tout. Et après, je rentre, je dors et je reprends le travail le jour après. Ok. Et c'est pas que les infirmières qui travaillent comme ça, c'est beaucoup de monde qui travaille toute la journée, tous les jours. Des fois, ils ont 2 boulots parce qu'on est obligé de travailler comme ça aux États-Unis. C'est surtout le travail. On n'a pas de vacances. On a 2 semaines de vacances dans l'année. Ouais. C'est pas la même chose ici. Oui, on n'a pas de temps pour prendre soin de nous. Ouais, c'est pas... Ouais. Maintenant, je peux plus... On a parlé de retourner aux États-Unis, mais je pense que c'est pas possible. C'est plus possible de vivre comme ça. C'est pas healthy. Ouais. Mentalement, physiquement, c'est pas une bonne idée. Si on peut éviter ce style de vie, on évite. Ok. Non, c'est hyper intéressant et c'est marrant parce que nous, en tant que Français, on a 5 semaines de vacances en général par année. Entre midi et 2, c'est une cérémonie limite. Tout le monde s'arrête et tout le monde va manger. C'est hyper important pour la plupart des Français. Et malgré tout, on est assez gueulard en tant que Français. On se plaint beaucoup. On est toujours en train de se plaindre. Alors qu'en fait, quand tu compares avec d'autres pays, bah, on est plutôt bien lotis, tu vois. Donc c'est un bon rappel et je trouve ça intéressant. Et surtout, ce que je trouve dingue ici, c'est la sécurité sociale. C'est si on n'a pas un travail et si on tombe malade, c'est couvert. C'est pris en charge. Aux États-Unis, si on perd le travail, on perd l'assurance. Et si on tombe malade, c'est à nous de payer. Et c'est hyper cher là-bas. C'est... Et ouais, on se rend pas compte de tout ça, nous, en tant que Français. Enfin, ceux qui ont voyagé s'en rendent compte, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte que c'est vraiment une chance. C'est une énorme chance qu'on a. Yeah. Je suis bon, d'accord. Ouais. C'est cool, du coup, que tu aies trouvé ton train de vie en France et que ça taille bien de façon générale. Si on repart sur le sujet du coup du wingsuit, est-ce qu'il y a une préparation
en dehors des sauts, est-ce que tu as une préparation, je sais pas, mentale En fait, tu as déjà répondu un peu parce que tu as déjà parlé de visualisation. Donc, moi, déjà, pour moi, ça, c'est une façon de faire de la préparation mentale. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais pour, je sais pas, pour la préparation mentale et de façon générale est-ce que tu fais attention, je sais pas, à ton alimentation est-ce que tu fais de l'exercice physique en dehors du wingsuit ou est-ce que ça serait trop voilà. En gros, comment tu prépares tout ça en dehors des sauts? Est-ce que tu fais des choses particulières ou est-ce que finalement, non, t'as pas besoin et tu te concentres que sur le saut? Alors moi, personnellement, physiquement, on a une salle de muscle chez nous et j'essaie de m'entraîner 4 jours par semaine, Trop cool. si je peux. Alors déjà, si je suis en forme, ça aide beaucoup pour le wingsuit. Déjà parce que la montée, c'est compliqué. C'est quelques heures à monter avec un sac à dos qui pèse environ 12 kilos. Alors c'est du sport, la montée. Oui, oui, oui. Et si je suis bien en forme, c'est pas trop dur de le faire. Mm. Je balade tous les jours avec mon chien. Ok. Alors, je ne sais pas si ça c'est l'entraînement, mais je pense que ça Bah, joue un peu. avec nos styles de vie actuels, au final, c'est de l'entraînement. Hein. Oui. Mm. Après, il y a les autres personnes qui font moins de sport et qui arrivent à sauter aussi. On n'a pas besoin d'être vraiment en forme physiquement. Si on est Ok. surpoids, ça ne vole pas trop bien. Il faut essayer d'éviter ça. Mm. Si on veut être vraiment les base jumpers feignantes, on peut prendre des télésièges et faire un saut pas loin. On n'a pas besoin de monter à pied. Ok. Ou on peut monter en navette. Alors, il y a des autres façons de pratiquer le sport, mais moi, je préfère monter à pied. Comme ça, c'est mérité. Mm. Et ça donne une chemical release. Je parle de la dopamine, on a toutes les choses qu'on a quand on saute. Et si on monte à pied, en fait, on a plus de ça. Je ne comprends pas comment ça marche, mais quand c'est quelque chose où on a travaillé et c'est mérité, c'est mieux. Mm. Mentalement, je ne sais pas exactement ce que je fais à part de me préparer pour les sauts. Ouais, c'est déjà bien. Hein. Et je fais les devoirs. J'ai fait toutes les choses pour comprendre mieux le sport, la météo et tout ça, mais... Yeah. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Effectivement, je pense qu'être en surpoids, ça doit être. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, parce que ça doit être compliqué, tout simplement. Euh, J'avais une question qui m'était venue, mais je te la poserai tout à l'heure. Je voulais. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais la peur, en fait. Bon, t'as dit que t'avais peur avant de sauter et éventuellement au moment de l'ouverture du parachute. Et moi, je vais te poser une question un peu plus globale. C'est que je pense que beaucoup de gens imaginent les gens qui pratiquent ta discipline comme étant des fous, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu vois les vidéos, je sais pas, genre GoPro, etc., c'est toujours, c'est toujours mis en scène de façon à ce que ça soit vachement extrême, machin truc et tout. Et c'est extrême, hein. C'est une pratique extrême. Mais on voit pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est pour ça que je te pose toutes ces questions. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres moments où il t'arrive d'avoir peur pendant les sauts? Et est-ce que de façon générale, dans ta vie, il t'arrive d'avoir peur? Alors, je pense que tu as commencé à répondre tout à l'heure parce qu'en fait, tu nous as parlé de ton histoire. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux me dire sur Oui, cette thématique de la peur? j'ai peur souvent dans ma vie déjà, dehors de sauter. Ok. En fait, déjà, quand je prends le vélo, j'ai hyper peur. C'est vrai? Je me suis toujours dit que je vais jamais faire le vélo, mais maintenant où j'habite, c'est un peu obligé de prendre le vélo. Alors j'ai dit, ok, je vais le prendre, je vais le faire parce que je dois. Mais pratiquer le vélo, ça fait vraiment peur parce qu'on est sur la rue avec les autres personnes qui peut-être ne voient pas, ils sont dans les voitures. Moi, je suis en vélo. Je peux mourir, je peux être blessée. Hmm. C'est dehors de mon contrôle aussi.
Je peux faire tout ce que je peux en vélo, mais il y a les autres qui sont autour de moi qui peuvent me taper. Alors là, j'ai peur. Il y a plein de choses comme ça. Même sur l'autoroute, j'ai peur des autres. C'est les gens qui roulent plus vite, qui roulent trop près de moi. Je trouve que je suis assez prudente dans ma vie. J'essaie de... Je suis prudente. Je n'ai pas une autre façon d'expliquer. Yes. Même en skydiving, quand on saute depuis l'avion, c'est plutôt, en fait, je vois que je suis peur des autres. C'est les autres personnes qui me fait peur. Ouais. Parce que, en skydiving, si on saute depuis un avion, on dit aux autres ce qu'on va faire, mais des fois, les autres ne font pas ce qu'ils ont dit. Ou il y a quelque chose qui arrive où c'est pas possible et on arrive à trop près d'un les autres. Il y a plein de choses qui peuvent arriver depuis l'avion. Moi, je fais pas beaucoup d'avions à cause de ça. Quand je saute en wingsuit, je suis toute seule. C'est que moi et le relief et ça me va. Des fois, il y a une autre personne qui me suit, mais c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup de confiance. Après, j'ai peur de me blesser. Je t'ai jamais blessée. Pas encore. Je sais que ça va arriver dans la vie, mais je pense que ça arrive à tout le monde. Mais toujours, ça fait depuis 2006, je saute en parachute. Jamais blessée, c'est pas mal. Bien, c'est bien. Mais c'est parce que je suis prudente. Si j'ai une moindre... si je pense qu'il y a une façon que je peux me faire mal, c'est pas la peine de sauter. Je peux sauter le lendemain ou la semaine après. C'est pour ça aussi que j'habite ici. Comme ça, comme j'habite ici, je peux sauter quand je veux. Et si j'étais en vacances pendant 2 semaines de l'année, je vais prendre plus de risques parce que j'ai que 2 semaines. Je veux sauter dans les mauvaises conditions. Il y a beaucoup des Américains qui n'ont pas de choix. Ils ont que 2 semaines de vacances. Ils viennent et ils prennent plus de risques parce qu'ils ont envie de sauter. Ils ont payé beaucoup d'argent pour venir ici. Alors, ils prennent plus de risques. Mais je savais que ça peut arriver. C'est aussi pour ça que j'ai déménagé ici. Alors, je sais que ce que je fais, le wingsuit base jump, tout le monde pense que c'est quelque chose pour les folles, mais tout ce que je fais, c'est pour être plus safe. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et je ne peux pas imaginer ma vie sans sauter. Alors, je veux faire pendant toute ma vie, mais si je veux faire toute ma vie, il faut que je pratique sagement. C'est un mot? Yes. Oui, c'est très vrai? bien. OK. Ouais, sagement. C'est hyper intéressant hein, parce que, encore une fois, quand on connaît pas, on s'attend pas à ça et on voit qu'en fait, tu as l'air d'être une personne très réfléchie, qui fait pas les choses au hasard. Tu laisses pas les choses au hasard. Et je comprends mieux quand tu dis que finalement, à vélo, tu as plus peur qu'en wingsuit. Ça peut paraître fou, mais en fait, quand tu y penses, c'est logique parce que effectivement, à vélo, tu peux pas gérer ce que les autres vont faire autour de toi. Il y a un hasard et tu peux pas gérer ça. Alors qu'en wingsuit, tu as quand même tous les paramètres que tu as checkés avant. Tu t'es checké toi-même aussi avant. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis pas fatigué? Est-ce que j'ai pas de crampes? Est-ce que j'ai peur? Etc. Et en fait, tu fais en sorte d'avoir le moins de hasard possible pour que tout se passe bien. Donc, je pense que c'est assez intéressant et que les gens s'attendent pas forcément à ça. Donc, c'est très cool. Merci de partager ça. J'aimerais bien que tu me dises si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans cette discipline. C'est pas forcément facile à répondre comme question, mais tu as peut-être des choses à donner à des personnes qui, tu vois, qui voient cette discipline-là et qui se disent « Oh, j'ai envie d'essayer, machin ». Quel conseil tu pourrais donner imaginons un ami à toi ou quelqu'un que tu croises qui te dit bah, « Moi aussi, j'ai envie d'essayer, machin ». Qu'est-ce que tu lui dirais? Je pense que la chose la plus importante, c'est de ne pas être pressé. Je pense que la plupart d'accidents arrivent aux personnes qui sont pressées, qui n'ont pas pris le temps d'apprendre tout ce qu'ils peuvent avant. Et si on veut pratiquer ce sport bien,
faut juste prendre le temps et être patiente. Est-ce que tu penses qu'il y a trop de personnes qui se lancent du coup dans ça trop rapidement et que c'est une des raisons des accidents? Oui, je pense qu'il y a beaucoup. Alors, ça change beaucoup depuis quand j'ai commencé en 2006 et maintenant, commencer, c'est totalement différent. Parce qu'en 2006, on avait. OK, maintenant, il y a des courses que les personnes peuvent prendre pour aller apprendre comment sauter. Et dans un an, il peut apprendre comment sauter depuis un barrage. Ok. Et quelques mois après, une falaise. Et quelques mois après, avec un wingsuit. Avec un instructeur qui les aide. Alors, c'est facile d'apprendre comment faire bien. Et quand j'ai commencé, ça n'existait pas. C'était croiser les gens qui sont déjà faits, qui peuvent m'apprendre comment faire, s'ils sont gentils. Et on n'est pas sûr s'ils sont vraiment gentils ou s'ils sont. On ne sait pas exactement les personnes parce qu'ils n'étaient pas. Oh, j'ai du mal à dire tout ce que je veux dire en français. Excusez-moi. Je comprends, je comprends. Non, mais tu te débrouilles bien, tu te débrouilles bien. Like, they're not vetted. Je sais pas comment dire ça en français. Mais je saurais même pas comment le traduire. Peut-être que tu connais pas leurs intentions. Ou même leur niveau. Ils peuvent me dire Ouais. qu'ils ont un très bon niveau, qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de sauts. Et après, j'ai appris qu'ils ont fait qu'une vingtaine de sauts et que je les ai écoutés, mais j'aurais dû pas. Alors maintenant, c'est plus facile d'apprendre comment sauter si on veut. Et grâce à ça et à cause de ça, les gens, ils ont plus confiance en eux. Ils pensent qu'ils peuvent faire les sauts plus techniques avec moins de sauts, avec moins de pratique. Il faut pratiquer, il faut faire les sauts faciles, centaines, 200, 3 fois, je sais pas, beaucoup, beaucoup de fois avant de passer aux sauts plus techniques. Et grâce à les combis qu'on a qui volent vachement mieux qu'avant, et les instructeurs et les livres qui ont été écrits, les vidéos sur YouTube, on peut apprendre beaucoup de choses, mais sans s'entraîner, c'est toujours pas la même chose. C'est si on était une grande peur et on a dit j'ai regardé milliards de vidéos de comment faire une voix hyper compliquée, j'y vais. On n'arrive pas. C'est juste qu'on va même pas monter un mètre. Mais en wingsuit, on peut dire j'ai regardé les milliards de vidéos, je sais cette ligne, je connais la ligne bien, je vais le faire. Et peut-être c'est au milieu de cette ligne où ils se rendent compte qu'en fait, j'avais pas de niveau et maintenant je suis bien dans une mauvaise position. Oui. Ouais, ok. Et c'est assez fou que toi, à l'époque, finalement, t'aies appris entre guillemets toute seule avec d'autres gens comme ça. Ouais, effectivement, j'imagine que ça devait pas être. Devait pas y avoir en fait des étapes structurées, genre niveau 1, tu vas apprendre ça, niveau 2, tu vas apprendre ça. Je pense que toi, en fait, t'as appris tout ce qui venait avec les gens qui venaient et peut-être que des fois même t'as sauté avec des personnes qui te faisaient faire des choses trop haut pour ton niveau actuel et trop dangereuses peut-être. Est-ce que ça t'est arrivé ce genre de truc, des moments où t'as eu peur, des frayeurs à cause de personnes qui t'emmènent dans des voies qui sont trop compliquées en fait pour ton niveau actuel et où tu dis en plein milieu, c'est chaud quoi. Ouais. Ouais. Ça m'est arrivé déjà quelques fois. Okay. Surtout au début, c'était les gens qui m'ont appris. En fait, il y avait vraiment une personne qui m'a appris comment voler en wingsuit. Et je pense que ça, c'est aussi le problème parce qu'il ne savait pas exactement mon niveau ou ce que je connais. Et je les écoutais comme ils étaient les dieux. Ouais, J'ai dit, OK, comprends. il m'a dit faire ça, je vais faire ça. Je peux te dire un exemple. Ouais. C'était un saut qui est vers Grenoble. Je ne sais pas si tu connais, mais les Dantecrolles. OK. Il y a Saint-Hilaire, c'est un endroit connu pour le parapente. Et au-dessus de ça, c'est Dantecrolles. Alors, c'est un saut avec une grande falaise qui est hyper, hyper facile. C'est pour les débutants. Et on peut sauter depuis cette falaise et atterrir sur le plateau qui est juste en bas. C'est une petite ville.
Mais si on vole en wingsuit, on peut voler au-dessus le plateau et passer tout en bas du vallée. Ok. Mais si on ne vole pas bien, c'est hyper compliqué de faire. Et en 2007, 2008, 2009, c'était toujours compliqué d'arriver tout en bas. Normalement, les gens, ils atterrissent au milieu sur le plateau. Alors, je suis y allée avec des amis. Et en haut, mon ami m'a dit, l'atterrissage, c'est tout en bas. Tu voles là. Je dis, OK, je vais voler tout en bas. Et j'ai sauté et j'ai volé. Et avec le combi que j'ai eu, qui était hyper petite, c'était aussi fatigant de voler. J'étais, OK, j'ai jamais fait un vol si grand que ça dans ma vie. C'était 1500 mètres dénivelé. Normalement, je faisais 700, 800, 900 mètres. Alors, c'était 2 fois plus grand que le vol que j'ai fait normalement. Et j'étais là, OK, je saute ici, je pose en bas et c'est ça c'est le vol, OK. Il m'a pas dit qu'il avait autre option. Il a juste dit en bas. Je dis, OK. Alors, j'ai sauté et j'ai vu au milieu du vol, après que j'ai dépassé le plateau, j'étais dans un couloir au niveau des arbres, fatiguée. J'ai commencé à trembler un petit peu parce que j'avais déjà pas de vitesse et plus de muscles. Ok. Et j'ai tiré juste dès que j'ai sorti le couloir. J'ai posé tout de suite. Je sais pas combien de temps j'étais sous parachute, mais c'était pas beaucoup de temps. J'ai dit, OK, j'ai réussi, c'était cool. Mais après, quand j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, mais là, j'étais vraiment dans la merde. C'était pas cool du tout. Et après, j'ai des amis qui ont vu les vidéos, mais ils ont dit, mais t'as réussi de voler jusqu'en bas, mais il y a peu de personnes qui font ça. Normalement, on pose au milieu. Je dis, je savais pas qu'on peut faire ça. En fait, personne m'a expliqué ça. Il y avait les grands champs où je pouvais poser. C'était facile, j'aurais dû faire ça, mais je savais pas. Et les personnes qui m'ont expliqué le vol, peut-être c'était connu, c'était les infos connues à tout le monde, sauf moi. Quand j'étais américaine, j'habitais pas ici. Alors, c'était like, we don't know what we don't know. Ouais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Voilà, OK. Ouais, elle a pas vraiment de traduction celle-là, mais les gens comprendront. Yeah. Ouais, tu peux pas deviner un truc que par définition tu ne connais pas, et donc si on te dit bah tiens, il faut que tu passes le plateau et puis ensuite tu vas plus loin, bah tu peux pas deviner que fallait s'arrêter avant dans les champs, et forcément t'as continué, quoi, ce qui est logique. Yeah. J'ai pensé même pas que c'était une option. C'était juste comme j'étais tellement débutante à ce moment, j'ai écouté et je l'ai fait. Alors, c'était vraiment stupide de moi. C'était stupide de mon ami qui m'a expliqué ça. En fait, maintenant, je vois que si on est quelqu'un qui veut sauter d'une falaise, on doit être capable de voir que ça va pas trop bien et trouver une autre option. Et là, maintenant, je comprends ça. Mais au début, je savais pas ça. Ouais, en fait, pour chaque saut, dans l'idéal, il faudrait avoir un plan B. Si tu sens que tu fatigues ou quoi, c'est un peu ça l'idée, quoi. Yeah. Okay. Et au début, personne m'a appris ça. Oh, j'ai jamais pensé à ça. C'était une erreur pour les débutantes. Ouais. Bon, bah, je suis content que l'erreur n'ait pas été fatale pour toi. Moi mais aussi. au moins, ça t'aura appris. Ça t'aura appris quelque chose malgré tout, même si c'est un petit peu comment on dit, the hard way, enfin d'une manière dure, quoi. Mais je pense que c'est un bon conseil du coup à ceux qui nous écoutent et qui par hasard voudraient s'y mettre. Et je pense que c'est même transposable dans d'autres activités extrêmes d'ailleurs, pas que pour le wingsuit, de faire gaffe à pas tomber dans des trucs où tu suis des gens qui te font faire des choses complètement folles, quoi. Yeah. Bon, bah t'as dû bien flipper quand même quand t'étais dans le couloir, avec les arbres, et que tu te sentais tremblante comme ça. Ça doit pas être cool. Yeah. Je Après, voulais ce que savoir. je me suis dit, c'est que les bons base jumpers, c'est les gens qui sont dans les mauvaises situations, mais qui arrivent à gérer. C'est si on gère, c'est bien, mais c'est les gens qui sont pas bien dans ce sport qui gèrent pas. Il faut être calme et juste voir ce qui se passe, comprendre et gérer. Faut avoir du sang-froid, quoi. Ok. Ouais. Ok, ouais.
C'est encore une fois tout l'inverse de ce qu'on peut imaginer, des têtes brûlées qui se lancent comme des fous là et qui font n'importe quoi. C'est pas ça du tout. Enfin, c'est pas que ça en tout cas. Yeah. C'est quoi la réaction de tes proches et des gens en général? Donc du coup, de tes proches quand tu leur as dit que tu faisais du wingsuit et aussi des gens que tu rencontres dans la vie, hein, tout simplement. Quand ils apprennent que tu fais ça, c'est quoi un petit peu les réactions que tu as voilà. Est-ce qu'elles sont bienveillantes? Est-ce que c'est des réactions bizarres? Comment c'est quoi? Yeah. C'est un peu de tout. Déjà, je peux commencer avec mes parents. C'était quand mon papa a appris que je voulais sauter. Il était là, c'est trop cool, je viens avec toi. Et il a appris comment sauter depuis l'avion avec moi. C'est fou. Et il m'a dit, si tu veux continuer, tu continues. Si ça te fait plaisir, tu le fais. On n'a qu'une vie. Vas-y, go, je suis là pour toi. Et après, il y avait C'est ma fou. mère qui était totalement opposée. Elle m'a dit, parce que j'avais 18 ans, elle m'a dit, OK, je vais plus payer pour ton portable, je vais plus payer pour ta voiture, c'est fini. Si tu continues à sauter, c'est fini. Ah, ok. Elle était vraiment pas contente. Et maintenant, comme je suis maman, je comprends que je ne serais pas trop heureuse si mes garçons voudraient sauter, mais je vais quand même les aider. Hmm. Je comprends le sentiment qu'elle a ou qu'elle a eu, que ça fait vraiment peur. J'étais sa bébé. C'était. Ouais. Ouais. Après, les gens que je rencontre dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui se sont dit, ah, c'est cool, j'ai envie de faire ça. Ou il y a des gens qui disent, c'est vraiment fou, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, c'est vraiment idiot. C'est pas souvent que je trouve quelqu'un entre les deux qui. Ah, ok. Ok. Peut-être toi, Et tu es plutôt entre les deux, je sais pas. non, moi je serais plutôt du côté T'as envie je serais d'essayer. plutôt du côté admiratif et à trouver que c'est cool. Après, est-ce que j'irai le faire? Je sais pas. Mais non, je suis plutôt admiratif parce que en plus, en dehors du fait que l'activité en elle-même, elle a l'air ouf et le seul truc que j'ai fait qui pourrait se rapprocher un tout petit peu, c'est du saut en parachute, mais c'est pas pareil en fait. Ça, c'est juste pas la même chose. C'est le seul truc qui pourrait se rapprocher. Mais après, oui, je serais plutôt d'avis de dire que c'est cool. Et en plus, je trouve que le parcours que tu as eu avec le wingsuit, ce que ça t'a apporté dans la vie et tout, je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que c'est idiot? Est-ce que tu comprends cette réaction Oui, et qu'est-ce que je tu as envie de leur comprends. dire? Like, if we look at the revolution of people, il y Ouais, avait les hunter-gatherers, les oui, gens qui sont sortis pour aller trouver à manger, de trouver les nouveaux endroits pour habiter. oui. Il y avait les autres gens qui sont restés à la maison, qui sont cuisinés, qui sont été là pour être plus calmes. Je sais pas comment expliquer. Oui, plus casanier à s'occuper du foyer et tout. Oui. Il y a les personnes qui ont été plus adventurous. Ouais, aventureuse, c'est très bien. Wow. J'ai essayé d'écrire les mots, j'ai essayé. Ouais, tu y arrives, et C'est tu y cool. arrives bien, hein. Chapeau. Hein. Et je pense que les gens qui pensent que je suis fou ou folle, euh, c'est juste, c'est normal. C'est Ils normal, ok. étaient les personnes qui. Il y a des gens qui comprennent, des gens qui ne comprennent pas. Et si on était tous la même personne, la société, ça ne marche pas. On a besoin d'un peu de tout. Sinon, imaginez si on était tous les base jumpers, ça va devenir catastrophique, je crois. Et s'il y avait personne qui osait d'explorer les choses un peu différentes et pousser les limites, ça va être aussi catastrophique. Bien sûr. Alors, c'est bien d'avoir un peu des deux. Yes. Ok, c'est intéressant d'avoir ton avis sur le sujet. Alors, on en a déjà un petit peu parlé, mais en gros, on a compris que cette pratique, en fait, fallait gérer le danger. Donc, c'est un peu peut-être une redite de ce que tu as dit, mais
peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas dit. Comment tu fais en règle générale pour gérer le danger lors d'un saut pour éviter un accident, tout simplement? Parce qu'on a bien compris qu'en fait, il y avait toute une préparation derrière. Concrètement, c'est quoi un petit peu toutes les choses que tu fais pour gérer le danger en wingsuit? Alors, pour le vol, imaginez que je vais faire une vol raster, quelque chose assez dangereux. Je vais avoir un plan A, B, C. OK. Et le plan plan T'inquiète. A, c'est plutôt une vol hyper haut, loin de relief, très safe. Alors, si je saute depuis la falaise et je vois que je me sens bien, que j'ai une bonne départ et que tout va bien et l'air est bon et stable, je dis, OK, tout va bien, je peux passer au plan B. Et plan B, c'est un petit peu plus près de relief. Et si je rentre un petit peu dans la ligne plus bas et je vois que l'air est toujours stable, parce que c'est là où on peut sortir les thermiques et tout. Si je vois que c'est toujours bien, j'ai toujours une bonne vitesse et je suis toujours bien placé, je dis, OK, là, maintenant, je sais que je peux descendre encore plus bas pour le plan C. C'est la ligne que je veux faire. Et pour moi, je trouve que c'est très important de faire comme ça. C'est d'abord, quand je saute, l'idée dans ma tête, c'est la ligne la plus safe. Et après, je vais descendre petit à petit. Le contraire, c'est l'idée que je vais faire cette ligne extrême pour les vidéos, blablabla. Si je saute avec cette idée dans ma tête, je vais direct dans la ligne. Et si ça va pas, peut-être c'est trop tard. Et j'aurais pas réfléchi à les autres idées ou les autres plans que je peux faire. Et j'ai déjà vu ça ça arrive à beaucoup de personnes. Et ouais. c'est une bonne idée de faire étape par étape que juste rentrer dans la ligne la plus technique qu'on peut faire. Et aussi, quand on saute, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et pour notre cerveau, c'est un peu trop. Ça va très vite. C'est system overload, des fois. Alors, il faut réfléchir beaucoup avant de visualiser tout ce qui peut se passer. Parce que si on est dedans, on est en system overload, c'est compliqué de gérer. Parce qu'on est déjà au max. Mais si on a beaucoup réfléchi avant, si on a visualisé tout ce qui peut se passer, on arrive mieux à gérer. Et ça peut se transmettre, je pense. Tu vois, par exemple, si je prends un entrepreneur qui veut lancer un projet, machin truc, ça peut carrément se traduire pour n'importe quel projet, en fait, d'avoir des plans pour savoir quoi faire, en fait, quand il se passe des choses non prévues. Et je pense que ça peut tout à fait se transmettre dans plein d'autres choses. Il y a un truc que je voulais te demander, tu dis system overload et tout, où tu dois avoir tous les sens en éveil et tout, tu dois être à fond. Est-ce que, finalement, dans la vie de tous les jours, cette espèce d'effervescence, tu vois, au niveau du cerveau, au niveau du corps et tout, au niveau des sens, est-ce que, dans la vie de tous les jours, finalement, ça te manque et entre guillemets, tu t'embêtes un peu dans la vie banale de tous les jours, tu vois, où tu marches, t'es sur la terre, machin, ou pas? Yeah. Non, ça me manque. Ok. Je pense que j'ai besoin de ça dans ma vie. De vivre dans un état un petit peu plus extrême. Je n'aime pas ce mot, mais... Ouais. Et je me vois que si je n'ai pas sauté, si j'ai rien fait depuis quelques semaines, je suis pas la meilleure personne que je peux être. Ok. Et maintenant j'ai les enfants, la vie ça ralentit un petit peu. Alors c'est pas possible de sauter tous les jours comme avant. Mais maintenant quand je saute, j'apprécie tellement que je garde les sentiments que j'ai eus pendant le vol et pendant le saut, pendant la montée, pendant toute la journée. Et ça peut me tenir pendant des semaines, peut-être potentiellement.
Avant, j'ai eu besoin de ça quelques fois par semaine. Maintenant, c'est une fois par mois. Maintenant, c'est suffisant. Ok. Mais si j'ai pas de chance de sauter ou être dehors comme ça, c'est déprimant pour moi. J'ai vraiment besoin de ça. Je comprends. Et ça me rappelle quand, par exemple, moi, quand je vais faire de l'alpinisme, alors c'est pas du tout pareil. Hein. C'est moins extrême. Je pense que c'est plus dangereux. Oui, c'est vrai. Dans ma tête, c'est plus dangereux. Ouais, ben je veux bien te croire. Moi, je n'oserais pas faire ce que tu fais, mais ouais, il y a peut-être plus d'inconnus. T'as peut-être raison dans ce sens-là. Mais en tout cas, quand je reviens, c'est pareil, pendant plusieurs semaines, j'emporte avec moi tu vois, la bouffée d'air frais que ça m'a fait. Et tu le gardes pendant longtemps, ça fait du bien. Par contre, après, effectivement, il faut y retourner. Sinon, ça va vers le bas et t'as envie d'y retourner. Donc, en fait, on est un peu des addicts. Mais c'est une bonne drogue. Je pense que c'est une bonne drogue. Il n'y a pas de problème. Tiens, justement, quand tu dis que tu ramènes ça chez toi, j'ai une question un petit peu con. Mais c'est est-ce que après avoir sauté, les jours d'après, il t'arrive de... Tu sais, des fois, quand tu vas nager à la mer, moi, par exemple, ça peut m'arriver, soit quand je m'endors, soit pendant mes rêves, j'ai l'impression que je suis dans une vague, tu vois, je suis en train de nager, je suis dans une vague, machin. Est-ce que toi, ça fait la même chose avec toi, genre tu rêves que tu voles, ou quand tu t'endors, tu te vois en train de voler ou des trucs comme ça, ou pas du tout? Mes rêves de vol sont changés depuis que j'ai fait du wingsuit. Alors, quand j'étais petite, c'était plutôt que je cours et je commence à voler, juste comme ça dans les villes ou entre les immeubles. Attends, tu faisais ces rêves avant de pratiquer le wingsuit? Oui. Ok. Et maintenant, quand j'ai un rêve de vol, je suis en wingsuit. Ça m'est jamais arrivé où je suis sans wingsuit maintenant. Mais normalement, ça se termine dans la même façon chaque rêve. C'est que j'arrive en bas, j'atterris, mais j'ai oublié d'ouvrir les parachutes. Et je suis là, oh non, mais tous mes amis vont voir que j'ai atterri sans parachute. Et alors, je saute vite fait mon parachute pour voir, pour que mes amis pensent que j'ai eu le parachute. Mais jamais blessé, tout va bien. Dans les rêves, c'est juste que je suis embarrassed. Ouais. Ouais. Mais... c'est marrant, ça. J'ai souvent ces rêves. Quelques fois par mois, je vole dans mes rêves. Mais du coup, quand tu étais enfant et que tu rêvais que tu volais, tu rêvais que tu courais et que tu t'envolais? Oui. Et ok, donc c'était pas les rêves que certaines personnes font où tu sais, ils se voient en train de tomber, ils ont peur. Toi, Non. c'était plutôt je cours et je m'envole et je prends du plaisir, quoi, en fait. Oui, c'était la joie. Ah ouais, donc en fait, t'as ça depuis que t'es gamine, quoi, cette envie-là, en fait. Et toi, tes rêves de vol, ça fait peur ou? Moi, ça fait... Alors, les derniers dont je me souviens, c'est quand c'est la troisième fois que je parle de ça sur le podcast. Les gens, ils vont se demander si je fais exprès. Non, mais c'est que pendant un moment, j'ai pratiqué les rêves lucides. Je sais pas si ça te parle. Oh, yeah. Lucid Dreams. Yeah. Ouais. Et du coup, j'ai appris à voler dans mes rêves. Et du coup, c'est trop bien. C'est des super bonnes sensations. Bon, je pense que c'est un peu moins bien que le faire en vrai, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Mais ouais, voilà, et c'est des super sensations, hein. C'est un truc de ouf. Donc j'imagine que toi, quand tu le fais en vrai, ça doit être vraiment incroyable. Mais ouais, donc toi, en fait, c'est un truc vraiment depuis que t'es petite, quoi. C'est hallucinant, quoi. Nous sommes de retour. Petit incident technique, c'est les joies du direct sur Internet. Mais on est toujours vivant, tout va bien. Hélène, ma prochaine question que je vais te poser, c'est est-ce que tu trouves des traits de caractère communs ou des histoires communes à tous les pratiquants de wingsuit que tu rencontres? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas vraiment de lien? C'est un petit peu tout le monde qui vient d'horizons très différents et des histoires très différentes. Ouais, je pense que c'est plutôt un peu de tout le monde. C'est les gens qui font un travail au bureau 9h à 5h. C'est les autres qui sont les guides de montagne. C'est les autres
il y a pas mal des médecins et infirmières. Ok. Mais il y a aussi pas mal de gens qui font le travail, les électriciens, c'est vraiment un peu de tout. Et ça, c'est intéressant parce que je croise des gens que normalement, je n'aurais pas croisés. Yes. Et j'aime ça. C'est en fait parce qu'on va passer quelques heures à monter, alors on discute un peu de tout. Et quand je rencontre les nouvelles personnes, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. C'est clair, c'est clair. Et pour en revenir à la question d'avant, parce que je viens de me souvenir qu'on n'avait pas terminé avec le petit incident technique, c'est que en fait, du coup, tu nous racontais que tu faisais des rêves quand tu étais enfant, où tu courais et tu t'envolais et tu prenais du plaisir à ça. En fait, c'est un truc, du coup, que tu as depuis que tu es gosse, de vouloir voler comme ça. C'est assez fou, ça. Yeah. J'ai toujours eu cette rêve, on peut dire, mais j'ai jamais pensé que c'était quelque chose que je peux pratiquer dans ma vie. Et c'était quand j'ai eu 18 ans qu'on peut, aux États-Unis, dès qu'on a 18 ans, on peut sauter depuis l'avion. Et je me suis dit, à 18 ans, je vais faire quelque chose qu'on ne peut pas faire avant. Alors j'ai dit à mon papa, je vais sauter depuis l'avion. Il m'a dit que j'y vienne avec toi. Mais quand j'ai sauté, j'ai pensé que ça va être un saut et c'est fini. Et quand j'ai atterri, j'ai dit à mon papa, j'ai adoré, c'était trop cool, etc. Mais si tu aimes, tu peux refaire. Et je pense que c'était dans la même journée, on a fait un deuxième saut tout de suite. Et j'ai commencé à sauter. C'était tous les week-ends parce que j'étais à l'université. Mais j'ai jamais pensé que c'était possible. Et c'était grâce à mon père que j'ai eu l'idée que c'était quelque chose que je peux faire pour ma vie. Est-ce que tu penses, du coup, que si ton papa, il t'avait pas dit je viens avec toi la première fois pour sauter, et qu'ensuite, quand tu lui as dit j'ai adoré, j'ai envie de continuer, il t'avait pas dit bah, vas-y ma fille, continue, mais qu'à l'inverse, il t'avait dit non, je veux pas, c'est trop dangereux, etc. Est-ce que tu penses que malgré tout, tu en serais là où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire à faire ça régulièrement ou pas? Non, je crois pas. Je pense que sans son encouragement, j'aurais jamais pensé que c'était possible. C'était vraiment tellement loin de ma vie où j'étais avant. J'étais vraiment city girl avec les ongles toutes parfaites. Ah ouais? Ouais. Ok. C'était vraiment où j'étais avant de sauter et qui je suis maintenant. Je suis pas la même personne. J'ai changé beaucoup. Pour le mieux, je crois. Mais j'espère. Ah, c'est fou. Je trouve ça fou, ça, ton père qui t'ait dit vas-y, j'y vais avec toi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui seraient capables d'écouter tu vois, le désir de son enfant pour un truc aussi extrême, et qui seraient capables de mettre de côté un peu la peur que son enfant se fasse mal, se blesse, voire pire, et qui mettent ça de côté en se disant ok, c'est ce qu'elle veut faire, je vois que c'est son truc, et qui malgré tout tu vois, accompagne sa fille dans ça. C'est génial. Moi, je trouve ça juste génial, quoi. Yeah. Moi aussi. C'est trop Merci, bien. papa. Yes. Du coup, t'en as parlé un petit peu, mais tu comptes continuer en fait cette pratique longtemps, si j'ai bien compris. Et est-ce que le fait d'avoir un enfant, malgré tout, ça a changé des choses dans cette envie de continuer longtemps, ou pas du tout, ou... Voilà. Yeah. Alors, avant d'avoir les enfants, on a beaucoup parlé d'arrêter de sauter. Et c'était mon mari qui voulut qu'on s'arrête. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. Et après, on a discuté pendant un bon moment. Après, j'ai dit, OK, on va faire les enfants. Et attends, on va voir. Après le premier enfant, j'ai dit, je vais sauter et je vais voir que ça me donne plus de plaisir, je vais plus aimer et ça va être un peu automatique que j'arrête. Ça arrive à beaucoup de personnes. Ok. J'ai dit, OK, j'ai compte sur ça parce que je sais que ouais, c'est pas le sport le plus safe et avec les enfants, c'est plus compliqué. Mais après, mon premier saut après avoir l'enfant, j'ai adoré tout de suite. J'ai
j'ai eu toujours les bons sentiments, c'était toujours magique. J'ai dit, ok, je vais continuer à sauter. Et bien sûr, j'ai changé comment je saute. J'ai fait moins des vols raster, je sais pas comment on dit, mais Ouais. yeah. Ras le sol, ouais. Yeah, je fais les sauts que je connais bien. Je vais pas faire un saut qui est plus technique que j'ai jamais fait avant. Surtout comme je saute moi souvent, c'est pas une bonne idée, même sans enfant. Mais je trouve que c'est quelque chose de tellement magique et je suis vraiment une meilleure personne avec ce sport dans ma vie. Et je veux que partager ça avec mes enfants. Je vais être la meilleure personne que je peux être. Et ça, c'est avec le wingsuit. J'ai essayé de trouver les autres sports aussi. J'ai dit que quand j'étais enceinte avec mon premier enfant, j'ai dit, OK, peut-être je vais faire plutôt du parapente que le wingsuit. Alors, j'ai vraiment essayé d'aimer ça, mais ça donne pas du tout les mêmes effets. Et peut-être un jour, je vais trouver autre chose. Je suis toujours ouverte à l'idée de s'arrêter. Mais pour l'instant, je peux pas. Je veux pas. Ben oui, ça sert à rien d'aller contre sa nature. Si tu as essayé Yeah. d'autres choses et que ça te faisait pas la même sensation et pas le même sentiment de bien-être, effectivement, ça sert à rien d'aller contre sa nature. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a un projet ou des projets et qui a peur de se lancer? Parce que toi, avec ton histoire quand même, je pense que tu as des choses à dire à ce niveau-là. Si tu avais, je sais pas, une amie ou quelqu'un qui te dit ouais, moi j'aimerais trop faire ça, j'adore ça, je suis passionné par ça, mais j'ose pas me lancer. Quel conseil tu pourrais tu Ouais. pourrais donner? Je pense que tout est possible. C'est juste de mettre tout en place avant de se lancer. C'est même si on va aller mettre les pieds sur la lune, c'est possible. Il faut juste faire les devoirs avant et mettre tout en place. Ouais, faut concrétiser les choses. N'aie pas peur. Ouais, non, mais c'est clair, il faut concrétiser les choses pour atteindre ses objectifs, ses envies. C'est clair. Et je pense que normalement, ça fait moins peur dès qu'on a commencé à mettre quelque chose en place et qu'on a une plan. C'est plus faisable. C'est dès qu'on voit chaque petite étape qu'on doit faire pour arriver où on veut, ça fait moins peur. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que si tu penses à tous les trucs que tu dois faire avant d'atteindre ton objectif, tu pètes un câble, quoi. Tu te dis c'est trop, quoi. C'est trop. Et comme tu le dis, quand tu commences à faire les choses, ben en fait, petit à petit, ça se débloque. Et puis tu as le moins de temps de réfléchir aussi quand tu es dans l'action que quand tu es en train d'imaginer des trucs sans arrêt sur ce que tu dois faire, pas faire, machin. Écoute, Hélène, hyper intéressant. Franchement, moi, je pourrais en parler pendant des heures de ce truc-là parce que je trouve vraiment que c'est une activité vraiment qui est hors du commun, quoi. Enfin, tu vois, des activités extrêmes, il y en a d'autres. J'ai parlé de l'alpinisme, par exemple. Mais vraiment, ça, je pense que vous êtes très peu à en faire, en fait. Je sais pas s'il y a des stats par rapport à ça, des statistiques. Mais je pense que vous êtes vraiment pas nombreux à en faire. Donc, c'est vraiment un truc hyper intéressant. Je vais passer aux petites questions de fin que j'aime bien poser à mes invités. C'est plus des questions sur la personnalité de la personne pour voir un petit peu comment elle est dans la vie de tous les jours et tout. Est-ce que tu es prête, Hélène? Oui. Elle fait une petite grimace. Et franchement, bravo, parce que tu te débrouilles très bien en français, qui est pourtant une langue très chiante à apprendre pour les étrangers, hein, il faut bien le dire. Oui. Donc, bravo. Alors, ma première question, elle est simple, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien, dans la vie de tous les jours? Ça change. Surtout le soleil, d'être dehors, dans l'air frais, être avec la famille et les personnes que j'aime. Et si j'ai tout ça, d'être dans les montagnes, c'est
ma journée parfaite. Ouais. C'est vrai qu'être en montagne avec des gens que t'aimes, en fait, t'as besoin de rien de plus, en fait. Hein. Ouais. Enfin, si, de l'eau. Oui. Et À manger, oui. voilà. Une bonne Mais veste. voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est des moments, c'est des super moments. Des moments de qualité, quoi. Est-ce que tu as une croyance irrationnelle, par exemple, je sais pas, croire au destin, croire, y a plein de trucs comme ça, croire aux anges, aux démons, Non, je sais pas, croire qu'il n'y a pas de hasard, que tout est écrit ou des trucs comme ça, ou pas du tout? pas du tout. Pas du tout. Non, T'es pragmatique? je crois. Ouais, Plutôt, oui. ouais, c'est bien. En même temps, je pense que c'est important quand tu sautes d'être d'être pragmatique Yeah, et de pas s'en tirer à la chance et aux anges et tout ça, parce que ça peut être problématique. je suis d'accord. Yeah. Euh, comment? Oui, je suis d'accord. Alors du coup, comme je t'ai dit en début de podcast, j'ai plein d'invités qui me disent que le super pouvoir qu'ils aimeraient avoir, c'est de voler. Toi, quel super pouvoir t'aimerais avoir? Je sais pas si c'est un super pouvoir, mais de ne pas avoir besoin de dormir. Ah. Ça peut être cool, je crois. Il y a Ah. tellement de choses que je veux faire dans ma vie et pour prendre 8 ou 9 heures tous les jours pour dormir, c'est un gaspillage de temps dans mes yeux. Eh oui. Et oui, oui, oui. Malgré tout, Imaginez c'est... tout ce qu'on peut faire avec ce créneau-là. Et oui, oui, c'est vrai on aurait une deuxième vie en fait disponible si on n'avait pas besoin de dormir, mais on est obligé. Et oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu as des projets à venir ou des trucs que tu aimerais vraiment faire dans ta vie et que tu n'as pas encore eu le temps de faire ou pas? Ouais, j'ai toujours le même rêve d'aller travailler avec Médecins sans frontières Ok, en Afrique. ok. J'ai toujours pas fait le Mont Blanc. J'ai envie de faire ça aussi. Um, Ça, c'est mes deux rêves maintenant. Je pense que le Mont Blanc, ça va pas tarder. Ah, Peut-être cet été. Mais je vais descendre en parapente, pas à ah, pied. c'est trop bien. Ça doit être Yeah. trop, trop bien. J'ai aussi envie de sauter le Cervin. Hmm. Ça, c'est quelque chose Ouais, c'est quelque chose faisable. aussi. Ouais. Mais là, les travailler en Afrique, je sais pas pourquoi ça me tire, mais je pense que de vivre là-bas et aider les gens, c'est quelque Hmm. chose que j'ai besoin de faire. Peut-être Hmm. pas tout de suite, mais un jour. Je te comprends. Bon, j'en parle de temps en temps, mais moi, pour ma part, tu vois, je suis dans un job où j'aide pas forcément les gens. Enfin, je me sens pas forcément utile directement, tu vois, comme un médecin, comme une infirmière, justement, comme un ostéopathe, comme un physio, comme tout ce que tu veux. Et je pense que ce truc-là d'être utile aux autres, c'est un truc qu'on a tous et qu'on n'arrive pas tous à mettre en place dans nos vies, tu vois, de façon concrète. Et du coup, moi, je comprends complètement ce projet que tu as de vouloir partir en Afrique faire de l'humanitaire. Ça te vient depuis quand cette envie? Depuis, je pense que j'ai eu cette idée quand j'avais 18 ans, Ouais, quand j'ai commencé l'école, ou à l'université. ouais, ok. So, un Est-ce que tu, jour. est-ce que tu penses que tu le feras ou est-ce que tu penses que là, enfin, est-ce que tu penses que ouais, à un moment de ta vie, tu le feras ou tu verras? Oui, je pense que je vais le faire. Ok. Même si je suis une vieille mamie. Je peux être utile peut-être. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour le Mont Blanc, est-ce que tu sais avec qui tu vas le faire? Est-ce que tu veux le faire en solo? Est-ce que tu veux le faire accompagné d'un guide? Comment tu vois ça? Je pense que ça va être soit avec un ami qui est très doué en montagne. On a pas mal des amis. Ok. Moi, je suis pas assez douée de faire toute seule.
Je connais Ok. pas assez bien les techniques, les manipulations de tous les cordes et tout. Ça va être pas mal de faire avec Serge. Ah ouais, le fameux Yeah. Serge, notre Yeah. Serge. Ouais. Mais il est tout le temps occupé. Oui. Je pense qu'il faut planer, il faut penser 2 ans en avance pour avoir une créneau avec lui. Oui. Ouais. Oui. Mais non, avec un guide ou avec quelqu'un mieux, plus. Ouais, Ouais, expérimenté. Enfin, sur l'alpinisme. expérimenté. Oui, Ouais. merci. Ah, ça va être une super expérience. Du coup, moi, j'avais été sur le sommet du Mont Blanc avec Serge. Et quand je regardais ceux qui partaient en parapente, j'étais dégoûté. Yeah. Parce que je me disais, oh merde, il faut tout redescendre. Et la redescente, c'est pas que c'est nul, c'est pas nul du tout, parce que c'est magnifique. Voilà, c'est clairement, c'est super beau. Mais quand tu vois ceux qui repartent en parapente, tu te dis, ah, ça doit être bien quand même, ça doit être bien, bien, bien. Yeah. Il Ça. pose au lac avec une petite bière, tout frais en Ouais, bas. 10 ouais, minutes après, c'est ouais, pas c'est mal. ça, 10 minutes après, au lieu d'une longue journée, quoi. C'est pas pareil. Et les genoux. Et les genoux, Ouais, exactement. ça fait mal aux genoux, la descente. Et ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah, j'ai hâte que tu fasses ça et que tu me dises comment c'était, parce qu'à mon avis, descendre le Mont Blanc en parapente, ça doit être quelque chose quand même. Yeah. Petite question, si tu pouvais remonter dans le temps à une autre époque, quelle époque tu choisirais et pourquoi? Yeah. J'ai pensé à ça et je suis vraiment contente où je suis maintenant. Je pense que c'est une époque très cool. On a l'Internet, c'est nouveau. L'évolution de Wingsuit, ça a tellement avancé depuis que j'ai commencé et je pense que c'est trop cool de faire partir de ça. Et sans avoir ça dans ma vie, ça va être triste, je crois. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses de faire, mais moi, je suis très contente maintenant. Bah, c'est très chouette comme réponse, c'est vraiment très chouette. Ça me va bien. En quoi la Hélène d'aujourd'hui est différente de la Hélène d'hier? Et hier, tu peux mettre quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou des années. En quoi tu es différente d'avant? Dont on a déjà un petit peu parlé. Maintenant, je suis moins timide. Mm. Moins timide, c'est bien. Oui. Mais je travaille toujours sur ça. Ok. Avant, j'ai beaucoup changé. J'étais déjà dit, mais avant, j'étais vraiment une fille toute maquillée avec les cheveux tout le temps coiffés, bien habillée. Ah. Je pense que c'est avant. J'ai pensé beaucoup à qu'est-ce que les autres pensent à moi. Et Ah, maintenant, je m'en fous. J'ai fait ma vie, j'ai fait ce que me plaît et ça me va très bien. ah bah ça, c'est une belle réponse, ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'occupent beaucoup trop du regard des autres. Et c'est un gros frein, ça. Ça peut être un gros frein dans la vie. Yeah. Et la timidité, tu as dit que tu travaillais encore dessus. Concrètement, comment tu fais? Parce que je pense que ça peut intéresser, tu vois, des gens qui écoutent et qui se sentent timides, tu vois. Ouais. Par exemple, la semaine passée, normalement, je suis pas citadine de tout, mais j'étais à New York. Ouais. Juste par hasard, j'ai eu une chance d'y aller avec une copine. Et je sors jamais en club, je fais pas beaucoup, tu vois, c'était pas mon truc de tout. Mais j'étais là, mais ok, comme je suis à New York, on va danser dans un club. Yes. Et on était là-bas et j'ai dansé avec tout le monde. Je pense que j'étais la seule personne qui dansait avec vraiment presque toutes les personnes dans le club. Parce que c'était chouette, c'était... Normalement, je fais pas ça, je reste avec mes amis et je sors pas comme ça, mais je me suis dit, comme je suis là, je vais faire bien comme il faut. Je vais danser comme une malade. Mais j'ai réfléchi à ça avant de le faire. J'étais là, mais ok, j'y vais.
Normalement, j'aurais pas envie de sauter, danser avec les autres. J'ai dit, OK, je vais le faire. OK. J'ai eu une petite discussion. J'ai discuté dans ma tête avant. Ouais. Oui. Ouais, en fait, tu te mets dans des situations exprès où tu sors de ta zone de confort et où tu sors de cette timidité que tu as à la base. C'est un peu ça que tu me dis. Hein. Oui. Ah Et ouais, c'était pas confortable, mais dès que j'étais là-bas et dès que j'étais dedans, c'était trop bien. C'était rigolo. non, c'est hyper intéressant et je pense que c'est un bon conseil de se mettre dans des situations où tu te forces un peu à sortir de ta zone de confort pour grandir petit à petit. Yeah. J'ai une dernière question, Hélène. Elle n'est pas facile à répondre. Enfin, je sais pas, on va voir. C'est quoi pour toi ta propre définition du bonheur? Parce que on entend souvent, on entend souvent ce mot, le bonheur par-ci, le bonheur par-là, machin truc. Mais pour toi, en fait, ça veut dire quoi concrètement? Non, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est profond, c'est dedans. C'est si on a une bonne feeling de quelque chose, ça, c'est de bonne humeur et il faut juste écouter à soi-même. Mais ça n'a pas besoin d'être les choses compliquées. On n'a pas besoin de beaucoup de matos ou d'être heureux. Je me souviens, j'étais au Népal et j'ai vécu une famille qui avait pas d'électricité, pas de frigo, et c'était les gens, pas de toilette. C'était les gens 1000 fois plus heureux que mes amis en France. Oui, je me souviens, j'étais là, ça va être compliqué pour eux de vivre comme ça, mais en fait, c'était rien. Ils étaient plus heureux que les gens qui avaient beaucoup de choses, qui avaient les voitures, les grandes maisons avec le climat. Tu sais, on n'a pas besoin de grandes choses. On n'a pas besoin de grand-chose pour être heureux, et je suis d'accord. Comme la chanson Hakuna Matata du Roi Lion. Non, attends, je me trompe peut-être, mais il y a une chanson, c'est « Il en faut peu pour être heureux ». Et ça résume ce que tu as dit. Il en faut peu pour être heureux. Ouais, c'est super. Hélène, franchement, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce podcast et d'avoir fait l'exercice en plus de parler français pendant 2 heures, littéralement 2 heures, alors que c'est pas ta langue natale. Si ça, c'est pas une sortie de zone de confort, je sais pas ce que c'est. C'était super inspirant. Ton parcours, il est super intéressant, super inspirant. Je pense que les gens vont bien aimer ce qu'ils ont écouté aujourd'hui. Petit appel à l'action. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le. Par exemple sur Instagram en story, en mettant @podcast.vilain.canard pour que de plus en plus on puisse avoir des invités comme Hélène qui ont des parcours de vie assez incroyables. Et puis partagez-le à des gens qui sont proches de vous, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on va faire grandir le podcast. Hélène, franchement, je te remercie encore beaucoup, beaucoup. Reste avec moi, ne quitte pas la fenêtre tout de suite. J'espère te reparler bientôt quand tu auras fait, par exemple, le Mont Blanc et que tu seras descendu en parapente. Et je te souhaite vraiment que des bonnes choses pour la suite. Merci. Salut Hélène. Merci à toi. Vous avez écouté cet épisode en entier et je vous en remercie sincèrement. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider à faire grandir ce podcast, notez-le sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme que vous utilisez. Partagez-le en story sur Instagram en taguant podcast.vilain.canard ou bien sur un autre réseau social. Partagez-le à un membre de votre famille ou de vos amis. C'est grâce à ces petits gestes qu'on pourra continuer à élargir le panel des invités et faire grandir le podcast. Vous aussi, vous faites partie de cette aventure. À bientôt!